Nous allons donner la parole à Rudy Ricciotti pour un chantier réalisé dans la réhabilitation d'une bibliothèque, la bibliothèque humaniste de Célestat en Alsace. Là-bas. Et tu te mets où tu veux. Et juste en introduction. Le micro. Juste en introduction, personnellement, je suis très heureux de retrouver Rudy Ricciotti. J'avais eu l'idée lors d'un colloque qui s'appelait Pierre et Architecture à Arles, il y a juste 10 ans, ou un petit peu plus, Rudy, je crois, de demander à Rudy de nous faire l'introduction. Et c'était une journée qui était pour moi merveilleuse avec tous les autres architectes qui étaient présents. Donc, merci Rudy d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Et puis, je vais faire un plagiat. Je crois que j'ai lu, par rapport à ce projet, l'architecture est en soi un humanisme. Et de toi, je pense. Non, un de mes vieux livres, c'est l'architecture est un sport de combat. Ah oui. Mais le dernier que je vous encourage à lire, qu'il faut un bordel terrible. Ah, il n'y a pas de micro, vous avez vu, je suis déjà censuré. Non, mais je vous voilà, le dernier c'est ça. Celui-là. On vient de me l'offrir. On vient de te l'offrir. Vous ne l'avez pas lu. Et je pense que c'est un éloge fait aux maçons, aux tailleurs de pierre, aux artisans, aux ingénieurs, aux techniciens, aux coffreurs, aux boiseurs, aux ferronniers, à tous les gens qui bossent et qui ne sont pas des consommateurs d'objets préélaborés, juste pour nourrir un consumérisme hystérique. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais ce livre-là, bon, moi, j'ai un très gros succès littéraire parce que je suis détesté, comme vous le savez. Je pense qu'il y en a 80% parmi vous qui ne peuvent pas me piffrer. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas choisir son destin. Hein. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde. C'est comme ça. Mais ce livre-là, vous savez, il s'appelle Insoumission. Il est édité par Albin Michel. Albin Michel, grande maison d'édition française. C'est la première fois qu'ils éditent un architecte, tellement ils ont peu d'estime pour les architectes. C'est affligeant. C'est un livre politique. Oui, c'est un livre politique. Même mes ennemis le lisent, c'est intéressant. Il y a des entreprises qui ont donné à leur cadre pour les former au combat. Au combat contre quoi? Contre la bureaucratie fasciste, déjà, pour commencer. Mais pour réapprendre, mais si, vous devez entendre des mots, vous devez les entendre. C'est bon, moi je suis le plus vieux ici, j'ai 74 ans, ça se voit pas, merci. Je suis ingénieur, architecte, j'ai eu tous les honneurs, commandeur des arrêts des lettres, tout le baratin, etc. Les gens d'honneur, mérite. J'en ai eu, Grand Prix. Je vis au village, en bord de mer, je vis dans un univers paranoïde complet. C'est l'obsession sur la Méditerranée. Je me lève, je la vois tous les jours. Et elle me renvoie à l'instinct de violence. Métaphysique qui nous dirait ce qu'il faut penser du réel. Je pense que c'est le territoire de toutes les violences, la Méditerranée. Et que pour survivre à ça, il faut avoir... Mais qu'est-ce qu'il y a? Des images, elles passent toutes seules? Non. Bon. Il faut avoir... Je sais que vous avez envie de rire, c'est normal, j'ai un accent caricatural. Il faut avoir encore un instinct de dignité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'instinct de dignité? De pouvoir se regarder dans la glace et dire « je fais un beau métier ». Et vous, ici, vous êtes des gens que j'admire. Et je ne suis pas un courtisan, je n'ai rien à foutre, mais j'aime les tailleurs de pierre. J'aime les maçons. J'aime tous les artistes. J'aime les gens des carrières, qui sont des gens fabuleux. J'aime les gens de l'ingénierie. Vous savez, mon fils aîné, il voulait faire architecte. Je dis, mais tu n'es pas un peu calu? Qu'est-ce que tu vas faire architecte? Un métier de tapette, quoi. De suceur de bite. Architecte, c'est ça, hein, un architecte, non? Il est dans le compromis, comme refondement idéologique de son surréel. Je lui ai interdit, alors il a fait l'école nationale des ponts et chaussées, c'est mieux, hein, quand même. Et c'est avec lui que je partage beaucoup le récit constructif, cette manière d'interroger la physique de la matière, parce que lui, c'est un vrai ingénieur. Moi, je suis un comique. Moi, j'ai fait une école suisse d'ingénieurs. C'est des tocards en Suisse. Hein. Vous ne laissez pas. Les seules grandes écoles d'ingénieurs en Europe, elles sont françaises. Que ça vous plaise ou non. Ici, on a autant de médailles Fields que les Américains, alors qu'on est 4 fois moins nombreux. C'est pas pour rien.
Donc, faites travailler l'ingénierie française. Et dans la pierre, il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, oui, avec ça. Alors, bon, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon. Alors, voilà un bâtiment fin 18e, début 19e, qui était une halle au blé en Alsace, à Célestat. Évidemment, qui n'est pas classé du tout. Mais avant que je détruise un patrimoine antérieur à 1939, il faut se lever tôt avec moi. Hein. Vous savez, en ce moment, je me bats pour sauver les casernes. Vous imaginez comment, dans ce climat antimilitariste, antipatriote de la France aujourd'hui, un peu con, quoi. On est une période un peu con. On n'aime pas son pays, on n'aime pas ses artisans, ses entrepreneurs, les gens qui font la richesse de ce pays. Donc moi, ça, j'ai refusé. C'était pas classé, je l'ai pas démoli. Je l'ai restauré et j'ai même conservé la toiture, et vous verrez dans quelles conditions de trapèze pour conserver la toiture et rendre sismique, parasismique l'ouvrage. Et à droite, c'est l'extension. Alors l'extension, c'est du grès des Vosges. C'est du grès des Vosges. Or, le grès des Vosges, c'est une pierre qui est très tendre. Hein, j'ai entendu qu'on en parlait avant, qui résiste mal à la compression. Donc, ce sont des blocs massifs. Vous n'êtes pas d'accord que ça résiste mal à la compression? Ça ne travaille pas du tout. Le grès des Vosges ne peut pas, même dans ce type de section, accepter de travailler en compression. C'est pas possible. Même à 15 mégapascales, c'est borderline. Donc il y a un sujet. C'est pas vrai ce que je dis, je veux que quelqu'un le conteste. Si je veux donner des chiffres, tu le dis. Ah bon, ça va, ouf. Il doit y avoir un carriériste là un carrier, ouais, un non-carriériste, pardon. Ouais, bon. Tu peux pas faire travailler en compression des piles de. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai percées. Un trou dedans. La forêt. Il n'est pas question que je mette un plaquage. Je suis pas un couillon quand même, tu vois. Je laisse ça au mondain de faire du plaquage en pierre. C'est un truc jacobin de plaquer la pierre quand même. C'est pas un truc provincial, non? Et donc j'ai creusé et dedans j'ai mis des aciers. Et j'ai coulé du béton, de sorte que la somme des matières qui travaillent en compression, le noyau en béton armé plus l'enveloppement qui est quand même épais, hein, c'est pas de la pierre sur 5 cm, c'est beaucoup plus que ça, que la somme des deux valeurs à la compression permet d'accepter d'être propre à sa destination. La particularité, comme tout a été dit sur les colonnes, c'est-à-dire il y a eu l'ordre dorique, ionique, corinthien, composite. Moi, j'ai tenté d'inventer l'ordre de la désillusion. En gros, je n'ai plus d'idée, et donc j'en invente une. Et donc, qu'est-ce que c'est? On voit des colonnes, on ne voit pas à cette distance peut-être. Ça part sur un plan orthonormé, carré, et puis dans la croissance pour atteindre les 10 mètres, d'abord on réduit la section au prorata de la hauteur, dans la grande tradition classique. Il est où Goutal? Il est parti. Il a honte de moi, Goutal. Pourtant, c'est lui qui m'a invité. Hein. Comme si un ACMH était réduit à reproduire la perspective réductrice. C'est-à-dire qu'on part d'un plan carré, et puis 10 mètres en haut, c'est un autre type de plan. Est-ce que vous voyez les facetages? Ça se voit? Oui, mais bon. C'est-à-dire que du plan orthonormé, à fur et à mesure, on décline une autre géométrie, mais sans rupture. On n'est pas dans la rupture, on est dans la continuité de la physicalité de la matière. Ça va, toi? Tu as l'air fatigué, hein? C'est une amie de longue date, très belle amie. Voilà. Excellente et brillantissime architecte. Ton père, il n'était pas tailleur de pierre? Non, un peu. Ouais. Ah bah non, je dis pas ton nom. Non, vous voulez que je lui donne son téléphone? Bon, ça vous arrive de rigoler un peu, quoi. Il n'y a pas que c'est la fin du monde, il faut un peu. Il faut essayer de créer notre nouveau surréel. Vous voyez pas qu'on est au fond du trou, qu'on est en faillite. Voilà, évidemment, le traitement de la couverture, c'est quelque chose de disruptif, puisqu'on n'a pas
il y a un effacement du linteau, il y a un effacement de plein de choses pour donner une légèreté absolue à la toiture, une légèreté linguistique. Voilà. C'est tout, hein, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Hein. C'est la faute à Goutal. Hein. C'est la faute à Goutal, pourquoi il m'a invité, franchement. Hein, juste pour vous mettre en forme avant l'apéro, c'est ça. Non, mais attendez, je suis extraordinairement redevable à l'entreprise qui a fait ça, la taille de pierre, parce que quand même, le grès des Vosges, je ne veux pas choquer les Alsaciens, mais c'est un peu trop tendre, le grès des Vosges. Hein, ça ne se travaille pas au marteau, têtu, il faut scier, mais il faut... Oui, il y a un mec qui avait l'air de connaître. Oui, elle a quand même une fermeté. Oui, c'est vrai. Ça résiste à un coup de tête, quoi, par exemple, c'est ça. Mais, ouais, une morsure. Ça vous est jamais arrivé de mordre la pierre pour tester si elle était réactive? Non. Quand vous étiez plus jeune. Moi, j'y arrive plus, là, j'ai les dents franchies. Là. Mais, je suis émerveillé par le travail qui a été fait par l'entreprise. Et j'oublie son nom. Honte à moi, parce que ça a presque 20 ans, ce projet. Hein. Ouais, 2019, c'est la... Mais, ouais, l'ouverture en 2019, mais c'est un projet que j'ai dessiné en 2015. Ouais. 2015 et peut-être avant même. 2014, un concours. Ouais. Donc, ça fait 10 ans, c'est ça? C'est ça? 2025, moi 2015, ça fait 10 ans. Ben, je trouve qu'il est plus vieux que ça, mais il n'a pas vieilli. Et je suis plein d'admiration pour le travail de taille. Parce que les arêtes sont parfaitement rectilignes et c'est une pierre tendre. Alors, elle se soumet, cette pierre, avec beaucoup de tendresse, mais il ne faut pas l'aborder avec brutalité. Hein. Parce que pour avoir des arêtes parfaitement alignées, avec des biseaux, pour voir le bins quand même. Parce qu'entre le dessin de l'architecte un peu couillon hein, et l'entreprise qui le fait, il y a un saut, il y a un gouffre métaphysique. C'est pour ça que quand je parle à des tailleurs de pierre, je recommande aux confrères de dire s'il vous plaît et merci. C'est la clé de voûte. Il y a des tailleurs de pierre ici? Non. Ah, il y en a 2, 3, il y en a quelques-uns. Parce que je vais vous dire, sur les tailleurs de pierre, comme les maçons, comme les coffreurs, les gens qui font des ouvrages d'exception, moi je fais plutôt du béton, mais du béton complexe. Ils connaissent mon travail, post-contraint dans des valeurs mécaniques, on le fait travailler à presque 130 mégapascales, en post-contrainte, un truc délirant. Hein. Il y a un mot magique, il faut dire, au tailleur de pierre, il faut dire s'il vous plaît. Vous comprenez? Sans déconner, Goutal, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Tu vois pas, il y a 4 architectes ici, alors qu'il y a l'élite du récit constructif français. C'est accablant, quoi. Donc, les tailleurs de pierre, il faut leur dire s'il vous plaît. Mais des fois, ça ne suffit pas. Et alors là, il faut se mettre à plat ventre au sol, le corps en croix, comme un diacre qui va être ordonné prêtre, à plat ventre, devant l'autel, et dire pitié. Mais des fois, ça ne suffit pas. Alors là, il faut se remettre à genoux devant le tailleur de pierre et fabriquer la fellation en outrance. Cette fellation en outrance a pour objet de transcender notre conscience universelle de bâtisseur. Après, des fois, ça ne suffit pas. Alors là, si ça ne suffit pas, tu te lèves, tu sors le calibre, tu armes et tu vides le chargeur dans la tête. C'est aussi notre destin de vider le chargeur, voilà. Mais après avoir pratiqué tous les exercices disciplinaires que je viens d'évoquer. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bon. Ça, c'est une médiathèque. Alors, c'est à Célestat. À Célestat, j'avais déjà fait une salle de spectacle qui vient d'être classée patrimoine contemporain. Je suis content, j'ai 3 bâtiments classés patrimoine contemporain. Vous savez, architecture contemporaine remarquable. J'en ai 3. Je me dis, putain, je ne suis pas tant détesté que ça, quand même. Hein? T'as pas envie de me taper dessus, toi, avec des moustaches, franchement. Hein?
Non, mais l'autre, c'est le mémorial de Rivesaltes. Vous connaissez le mémorial de Rivesaltes? Vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable. C'est là où était la grande performance des Français, c'est-à-dire de la dénonciation des Juifs. Vous savez que c'est une spécialité, là, l'antisémitisme en France. Hein? Vous voulez que je répète plus fort? La France est antisémite. Voilà. Eh ben quoi? C'est pas la vérité, quelqu'un qui peut dire le contraire? Il y a ce mémorial de Rivesaltes, et puis Célestat, l'autre bâtiment que j'ai fait dans cette commune. Et le troisième, c'est le stadium de Vitrolles. Ça me dit quelque chose, le stadium de Vitrolles? Ça de concert en béton noir, un cube monumental, avec la toiture, toute la toiture qui est écrêtée, qui est taillée, qui est toute rongée par les rats. Bon. Évidemment, la moindre des choses, c'est de tailler dans la pierre pour mettre bibliothèque humaniste de Célestat, on va pas mettre une pancarte. Et pourtant, les cultureux, ils aiment bien le plastique sur les façades. Mais attendez, vous savez le nombre de bâtiments que j'ai, quand même, j'ai une carrière longue, j'ai commencé en 1980, le nombre de bâtiments fracassés par les cultureux. Les ennemis de l'architecture, ce sont les cultureux. Les cultureux au sens fonctionnel, ils n'ont aucun respect pour l'architecture, ils n'aiment pas l'architecture, ils n'aiment pas les travailleurs. Ça me rappelle quand j'ai travaillé dans la cour du Louvre à Paris, j'ai fait le musée, comment il s'appelle, le musée des arts de l'islam. Ça vous dit quelque chose à Paris? Vous qui sortez jamais de Paris, ça vous dit quelque chose, ça au moins vous l'avez vu. Ils m'ont fait arrêter le chantier 10 fois parce que ça faisait du bruit. Et ok. Et puis j'ai fait comptabiliser tous les arrêts de chantier. Et j'ai amené la facture au président du Louvre, Henri Loirette, parce que moi je suis du côté des entreprises et pas du côté de mon client. Vous voyez? Et il y en avait pour 600 000 euros d'arrêt de chantier. Et il m'a dit bon, ben, j'ai compris, vous le faites un bon de paiement. Je dis non, tu vas le faire toi, président. C'est l'argent de la nation, non? Tu vas te démerder, tu vas trouver les sous pour payer les arrêts de chantier. C'est ça aussi notre métier. Vous entendez, les jeunes confrères? Si vous n'êtes pas dans une culture de combat, vous disparaîtrez. Si vous voulez faire que de la séduction, vous serez effacé. Vous comprenez ce que je vous dis? Je suis pas sûr qu'ils comprennent. Je suis pas sûr. Ouais. Voilà, bon. Bon, je sais pas les projets que vous avez vus avant, hein, mais c'est modeste, hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut, nous, on n'a pas tous des commandes exceptionnelles. Hein. Ça va, toi? Mais c'est bien aussi de voir les effets de lumière fonctionner sur le facetage, l'hybridation géométrique des colonnes. Voilà, cette double hauteur. Tout est prétexte en architecture pour fabriquer un récit, un fragment de lumière, une facette, la pierre. En plus, c'est quand même une pierre qui est plutôt absorbante dans la couleur, mais ça, elle fonctionne aussi. Donc on ne peut pas désespérer. Ça, c'est autre chose. Il y a une toiture. Et cette toiture, je ne voulais pas la déposer. Parce que l'encastrement des fermes dans la façade en pierre, alors là. Mais il fallait que je mette, que je rende dans le règlement, que je rende le bâtiment, comme c'est un ERP de grande capacité, il fallait que je le rende parasismique. La question qui se pose, c'est voilà un bâtiment en pierre, sans chaînage, une toiture classique avec une ferme, et mieux pas toucher. Vous savez, c'est comme un corps malade, il vaut mieux le soigner avec des produits frais que d'aller dans le bloc opératoire. Hein. Non? Donc, j'ai inventé, ça peut vous paraître kitsch, et pourtant ça ne l'est pas. J'ai inventé ce système de charpente métallique qui viennent sous les poutres bois existantes, comme des, vous voyez, un arc-bouton avec des tubes, et puis des câbles de tension pour redonner de la sismicité à l'ouvrage. Ouais, tu peux faire une photo. Je ne pensais pas que ça pouvait marcher. Et Romain Ricciotti, donc mon fils ingénieur des ponts et chaussées, qui est quelqu'un qui est assez dingue dans les mathématiques, dans les modélisations, il m'a dit, mais ça marche.
ce qui pourrait paraître frivole, en réalité, a sauvé l'âme de la couverture des façades de ce bâtiment en évitant d'introduire des chaînages horizontaux. S'il y a quand même un chaînage horizontal quelque part qui est caché au sommet du mur. Mais ça, ce bazar, qui peut vous paraître disgracieux, mais qui voltige dans le ciel, a permis quand même de sauver le clos couvert, pas le clos, façade et toiture, sans les toucher. Notre boulot, c'est ça aussi, d'éviter de dématérialiser l'existant, parce que ça sert à quoi de dire qu'on aime le patrimoine si c'est pour le martyriser, hein? Il faut essayer de le faire sourire en singeant des figures géométriques qui lui permettent de ne pas souffrir davantage. Je vous fatigue là ou vous arrivez à suivre, ça va, hein? Alors évidemment, c'est la bibliothèque humaniste de Célestat où il y a des documents, des incunables. Vous savez ce que c'est les incunables? Ce sont des documents très rares, hein? Ça va goûter. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci. Il y a forcément des questions. Moi, ou des insultes, aussi j'aime bien les insultes. Non, ce que je racontais, heureusement qu'il y a des artisans qui instrumentalisent la pierre. Ce que je voulais vous dire, c'est que la pierre ne s'instrumentalise pas uniquement dans un travail archétypé du point de vue de la résistance des matériaux. On peut faire de la pierre post-contrainte. On peut faire de la pierre hybride, comme ici vous avez vu, avec un noyau en béton. Il y a d'autres manières de régler, et c'est en vous rapprochant d'ingénieurs de haut vol que vous trouverez des solutions aussi. Il est faux de laisser croire que le futur de la pierre, c'est de rester dans l'archaïsme. Rester dans l'archaïsme, c'est la sauvegarde des métiers. Mais à côté de ça, il faut faire fructifier le savoir que les mathématiques actuelles apportent comme capacité, aide à développer de nouveaux raisonnements sur l'usage de la pierre. Ici, là, c'est une hybridation interne dans la pierre. Tu n'étais pas là, non? Non. Tu vas faire le sourire quand même. Je ne sais que tu n'étais pas là, mais à l'intérieur du noyau central, on a mis de l'acier avec du béton. Voilà. Et bon, on n'a pas fait un plaquage de pierre. C'est-à-dire les sections sont comme ça, et à l'intérieur, il y a un tube. On a foré 20 cm de diamètre dans les pierres. Imaginez que 20 cm. Les valeurs à la compression en mettant de l'acier et du béton dedans, augmentées par celles avec grosse surface de pierre. Les deux, le stigma des deux, ça a donné les valeurs à compression. Et on est en zone sismique. Et ça a participé aussi à éviter de délabrer le langage constructif des colonnes à cause de la sismicité. Vous savez ce que c'est la sismicité? C'est le déplacement horizontal. C'est un pervers, la sismicité. Surtout que maintenant, j'en parlais avec mon fils, on est sous la tutelle d'un champ normatif européen qui est une catastrophe complètement dégénérée. On a le meilleur champ normatif dans les structures au monde, nous les Français, notamment dans les bétons. Mais maintenant, il faut s'aligner sur le champ normatif européen. En gros, on n'a plus le droit de conduire des Ferrari, il faut conduire des pédalos. En gros, c'est ça. Tout le moteur d'attraction des raisonnements, on passe de la Ferrari au pédalo. Voilà. C'est l'abrutissement générique des systèmes de raisonnement de structure. Alors imaginez comment ça va exclure la pierre aussi. Mais vous êtes tous des saints innocents, je vous le dis. Vous ne voyez pas la catastrophe qui se prépare par le champ normatif européen. Oui. Excusez-moi. Bon, là, ici, pardon. Oui. Gary Descarrières Proroc. On se connaît depuis 20 ans. Qui vous êtes? Oui, Gary Descarrières Proroc. Les pierres de Versplu. Oui, oui. Vous connaissez. Oui. J'apprécie votre discours. Aujourd'hui, je voudrais savoir que pensez-vous de la pierre massive en France avec les pierres françaises aujourd'hui? Alors d'abord,
et j'ai le mauvais goût d'être un architecte patriote. Quand tu dis patriote, ça fait facho. Je ne suis pas facho, je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen, un grand-père 6 fois, avec un cabinet dans lequel il y a 22 architectes, des familles, etc. Et je vais vous dire quelque chose d'outrancier. J'aime mon pays, la France. Article 1. Article 2, comme petit-fils de l'immigration italienne, je suis très reconnaissant à la France qui nous a donné beaucoup de choses. Oui. Je suis obligé de remonter un peu, pas pour vous apitoyer. Je ne supporterai pas que vous le disiez comme un apitoiement. Et mes grands-parents italiens, tous, ont immigré. Les Français, ils étaient pauvres, d'accord. Et au bout de 3 générations, mes enfants, vous voyez, ingénieurs des ponts et chaussées, avocats de droit public et architectes. Donc, on doit beaucoup. Et lorsqu'on doit beaucoup, on doit donner beaucoup. Et donner beaucoup, c'est exiger qu'on utilise des pierres françaises. Pour la réponse propre à votre question particulière. Je me base sur mes chantiers pour qu'on consomme des produits, des composants, des techniques, de l'ouvragerie française. Et quand tu dis ça, tu passes pour un mec Front National. Et je n'ai rien branlé, moi, du Front National. J'aime mon pays, je veux faire travailler des entreprises françaises. Et vous savez, votre problème, en vous, les Cariens, c'est que vous êtes menacés par des architectes citoyens, gentils, imberbes, etc., tout écolo, qui n'ont rien à branler, que vous creviez la bouche ouverte. Vous savez ça? Ils n'en ont rien à foutre. Si on fait venir des pierres de Chine, ils les prennent, les pierres de Chine. Ils ne sont pas patriotes. L'argument complémentaire du travail d'architecte, c'est d'aimer le territoire d'où l'on parle, où l'on travaille et où l'on vit. Ça vous va, ça, comme idée? Ou ça vous débecte? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça vous paraît choquant, hein? C'est choquant. Eh bien, je comprends, ça vous choque? Moi, non, moi, ça me passionne. Et cette dame, je pressens très bien ce qu'elle est en train de dire. Vous êtes en train de vous faire couillonner par des pierres qui viennent de carrière. Un jour, j'ai été dans le sud-ouest, je fais une maison de retraite, de logement. Et bref, j'avais des façades en ardoise, un volume d'ardoise incroyable, d'ardoise française. La carrière d'ardoise dans les Pyrénées, parce que la route publique qui mène à la... Je me tais? Non, comment... Qu'est-ce qu'il dit là? Non, c'est ce que tu l'organises. Ah bon? C'est le paranoïaque complet. Ils ont fait fermer, parce que la route d'accès n'a pas la pente requise pour le passage des poids lourds. 50 ans, cette carrière d'ardoise. Elle a été fermée par les écologistes. Ils ont foutu en l'air, les écologistes, une tradition familiale de 50 ans. Donc, on a dû annuler la commande d'ardoise et on a fait venir d'Espagne. À l'aller et retour, les poids lourds espagnols faisaient 1000 km. Et à Pau, voilà. C'est ça l'environnementalisme. Tuer d'abord les entreprises françaises pour trouver une bonne conscience à 1000 km de transport. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça va vous réveiller un peu. Ça va vous faire un peu mal d'entendre ce que je vous dis. Moi, ça me fait mal. Et on ne peut pas tous continuer à singer la tolérance, la bienveillance. Je suis un petit Jésus de l'ingénierie, je veux plaire à tout le monde, je suis prêt à sucer toutes les bites et à être compromis à l'extrême, être dans la compromission totale et fermer ma gueule pour faire au maître d'ouvrage. Il y a autre chose à dire? Madame, j'ai répondu, vous voyez, à votre question? Je pense avoir répondu. Vous avez toujours Comment? Vous parlez toujours aussi bien. Le sujet de... Non, mais attendez. Vous êtes menacés, les carrières françaises. Vous êtes menacés par tout l'arc politique par tout l'arc politique et bureaucratique national. Vous êtes menacés. Ils n'en ont rien à foutre que vous creviez la dalle. Ils n'en ont rien à foutre qu'il y ait des pertes d'emploi. Ils n'en ont rien à foutre qu'il y ait des pertes de TVA, d'impôts, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui, le segment écologiste idéologique tel qu'il est organisé a pour objet de détruire les savoir-faire, les métiers, les paroles publiques, et ainsi de suite, tout ce qui les suit. Vous êtes condamnés, madame. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Voilà. Soyez arrogants. Soyez méchants. Il y a d'autres questions? Juste pour compléter ton proto, Rudy. Ben quoi, mais c'est la vérité. Mais vous riez tous comme des niais, là. Vous riez. Mais vous êtes mal barrés. Vos métiers vont disparaître. Si vous n'avez pas un minimum d'arrogance. Hein.
On va pas tous faire la sainte messe en disant je suis gentil, je fais de la pierre, je suis un écologiste. Quoi, c'est des nazis les écolos. C'est des nazis maintenant. Vous savez que la première loi environnementaliste, elle a été écrite sous le plus grand régime antisémite du monde, de notre histoire mondiale. Elle a été signée en 1936, sous le Troisième Reich, Adolf Hitler. Vous chercherez sur Internet quelle est la première loi environnementaliste qui a pour objet de dire que le travail de l'homme est nocif à la nature. Première loi environnementaliste signée sous le Troisième Reich. Vous avez noté? Vous irez tous voir. Voilà. Ah, je ne me fais pas des amis, là, parce que vous êtes tous à moitié écolo, là. Écolo naïf, écolo dindon, quoi. Voilà. Il y en a d'autres, des questions, s'il vous plaît. C'est mal, hein? Merci. Oui, je t'écoute. Emmanuel Guimont, architecte. Pour revenir à Célestat, je voulais un peu mieux comprendre vos colonnes. Est-ce que, puisque vous dites, je ne connais pas ce grès d'Alsace, mais il y a le même grès, je présume, pour la cathédrale de Strasbourg. Est-ce que vous avez étudié comment ils ont fait leurs colonnes à Strasbourg pour étudier vos colonnes à Célestat? Est-ce que vous savez comment elles sont faites? Non. J'ai pas compris. Mais votre question, est-ce que j'ai étudié? Non, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens intellectuels, j'ai pas les moyens comme historien d'étudier la cathédrale de Strasbourg. Quand je passe devant la cathédrale de Strasbourg, je me signe déjà pour commencer, parce que comme tout chrétien, je suis agnostique. Et je me pose la question pourquoi la deuxième, ils n'ont pas fini. Je dis ça porte toujours malheur. Donc quand vous passez devant la cathédrale de Strasbourg, il faut tourner le dos et se signer, parce que ça porte malheur. Mais moi, j'ai fait ça, je l'ai fait moi, il n'y a pas de moi qui tienne, c'est grâce aux tailleurs de pierre. J'ai fait ça. S'il n'y a pas un tailleur de pierre génial. Justement, ces tailleurs de pierre, eux, ils ont une tradition qui remonte à la construction de ces cathédrales. C'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, pour moi, architecte, je suis pas architecte du patrimoine, mais pour moi, architecte, j'essaye, lorsque je travaille sur la pierre, de comprendre justement l'évolution de ce métier pour essayer de demander quelque chose qui est accessible ou un peu plus, effectivement. Écoutez, il faut faire confiance aux tailleurs de pierre. Moi, j'aime bien responsabiliser les gens. Voilà. Je n'ai pas la prétention de savoir à la place des tailleurs de pierre. J'essaie de savoir beaucoup de choses. Déjà, dans le béton, j'en connais un bon bout, quand même, je pense. Sacré, hein, des collègues là qui sont très respectueux de mon travail. Mais dans la pierre, je n'ai pas une grosse expertise. Si, j'ai fait des murs en pierre. Ma propre maison, il y a de la pierre. De la pierre de calcaire à port fermé, de cassis. J'ai même monté des murs en pierre moi-même, à main, donc avec maçon. Moi, je prends des pierres, je leur fais un baiser dessus, et puis après, je ferme ma gueule, quoi, parce qu'elles ont un destin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou quoi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a une sorcellerie dans le travail de la pierre. Il faut pas essayer de tout savoir. Les tailleurs de pierre sont des sorciers. Un jour, sur ma propre maison, je voyais un Tunisien avec une massette, casser des arêtes de pierre. J'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. J'ai tapé 10 fois, 20 fois. Et lui, il me dit, mais non, tu prends le truc dark. Sur le musée du Grand Siècle que je suis en train de construire, on a refait toutes les couvertures en ardoise. Je suis allé sur le toit. Pareil, qui casse l'ouvrier, le spécialiste qui pose des ardoises, il me montre comment on taille à l'ardoise. On a passé la massette, et ben, j'ai tout explosé. Une catastrophe, un cauchemar. Et il me regardait avec une tendresse et une pitié. J'ai eu honte de moi. Je me suis dit, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Pourquoi tu veux essayer de connaître le savoir des autres? Essaye déjà de le respecter. C'est pas mal. Hein? Essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'argent pour défendre leur métier. C'est pas mal. Nous sommes au service des artisans. Nous devons être des miliciens des artisans pour défendre des savoir-faire territorialisés, une mémoire territorialisée, des ressources françaises. Et pour reprendre la question de madame qui a une carrière, essayer de consommer une technologie produite en France, c'est noble. C'est pas être fasciste. Vous allez comprendre ça.
Vous allez bien vous le foutre dans le crâne, hein, d'être patriote du point de vue consumériste, au lieu de sourire bêtement et niaisement quand je vous dis ça. Vous allez vous mouiller pour défendre des savoir-faire français, nom de Dieu, qui payent des impôts en France. Hein? Et putain, il y a un article qui sort dans la Nouvelle Obs, j'ai fait une interview sur la question du Louvre. Comme si c'était le moment, en pleine déconfiture économique, de dépenser 500 millions d'euros pour faire un tunnel d'accès pour amener voir la Joconde. Vous avez entendu parler. Il n'y a pas d'architecte français. Et on a interviewé dans le Figaro, ça sort là. Hein. J'ai dit, mais quelle honte de laisser croire qu'il n'y a pas un seul architecte en France qui est capable de travailler pour le Louvre. Je ne parle pas pour moi, moi j'ai travaillé, j'ai fait le département des arts de l'islam, d'accord? J'ai déjà donné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi de faire venir des architectes installés dans des paradis fiscaux? Putain, mais ça vous dit quelque chose, ça? Hein? Japonais, allemand, anglais. Oui, ou belge. Oui, c'est des paradis fiscaux. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui vous interpelle. De faire travailler des entreprises qui payent des impôts en France, qui ne sont pas dans des paradis fiscaux. Ça va vous toucher à un moment donné, ça. Hein? Au lieu d'avoir toujours le bêlement victimiste et le sourire un peu niais. Je suis gentil. Je suis gentil. Mais va crever. Continue à être gentil. Tu vas disparaître. Voilà. Et la question que vous m'avez posée, cher monsieur, sur la connaissance, et je crois que notre boulot aussi, c'est de défendre la connaissance des autres. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Si on ne donne pas du boulot aux gens qui savent faire ces ouvrages de pierre, on est responsable. C'est tout. On est responsable. Après, l'administration, c'est pas la peine de leur demander s'ils sont responsables. Ils sont responsables de rien. Eux, ils n'en ont rien à foutre de tout. On peut crever la bouche ouverte. Notre boulot, c'est de défendre du consumérisme territorialisé. Voilà. Bon, je ne suis pas excessif, mais il y a d'autres questions peut-être. Oui, Gaël Hamon, tailleur de pierre et président des appareilleurs de France. Alors, je n'aurais pas d'insulte à votre égard, parce que j'en ai pas qui viennent, donc je vais vous décevoir. Mais je voulais vous remercier parce que vous allez peut-être partir juste après, et puis j'aurai peut-être pas le temps de vous parler. Je voulais vous remercier. Je casse la croûte. Eh ben, je vous en parlerai après, mais je vous remercie et je le fais devant tout le monde parce que j'ai imprimé, j'étais chef d'entreprise pendant 30 ans. Ouais. Et ce que vous dites, que votre ressenti, je l'ai ressenti tous les jours face à l'administration, des tas de choses. Et même vis-à-vis de confrères qui n'avaient pas les couilles de se battre. Le cœur. Au moins le cœur. Si tu n'as pas de couilles, et au moins du cœur, tu vois. Eh bien, j'ai imprimé, ça a été dans mon bureau pendant très longtemps. Je n'ai pas la date de votre lettre que vous avez écrite à un moment donné. Ah, la fameuse lettre. Président des monuments historiques. Eh bien, cette lettre, elle me donnait du courage face à toute cette adversité que j'affrontais tous les jours là-dessus. Et donc, je voulais vous remercier parce que ça m'a aidé. Je vous vois aujourd'hui, je vous ai déjà vu avant, mais je ne pouvais pas vous parler. Ça me touche beaucoup. Là, je le fais parce que ça m'a aidé, pas que moi, et je montre ces exemples-là à mes collaborateurs qui disaient, mais Gaël, pourquoi tu vas te battre? Pourquoi tu vas les emmerder? C'est eux qui... Cette fameuse lettre, elle a presque 30 ans. Voilà, et bien cette lettre-là, elle m'aidait beaucoup parce que je me disais, si M. Ricciotti, il écrit ça, qu'il a quand même du boulot après tout ce qu'il dit, parce que vous avez quand même bossé, vous continuez de bosser. J'ai rien à passer entre les lignes. Bah voilà, non mais faut quand même le dire. C'est qu'on peut quand même y arriver en étant dans le combat, en étant dans ce que vous faites, on peut réussir à se faire reconnaître et on peut quand même bosser parce que entre les gouttes, on peut trouver son passage. Ouais. Et je vous remercie parce que ça m'a aidé. Vous êtes touchant. Et puis je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professions ici. Moi, je vois une collègue architecte que j'aime beaucoup qui est là devant moi, qui est paumée dans la misère, etc. Et par sa passion, elle est arrivée à exister. C'est-à-dire, si on a une passion, on finit toujours par exister. On ne peut pas être dans le déclin, rester dans le déclin. C'est pas un projet esthétique, politique, romantique et éthique. Tu paies le tarif, la facture, elle arrive toujours. Si tu as un collabo, tu vas payer. Tu vas payer, c'est inévitable. Et tu vas payer très cher, tu vois. Si tu es un résistant, tu vas morfler, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vois, c'est comme l'amour, quoi. L'amour, c'est pas une pierre qui se décompose. L'amour, c'est un combat. C'est pareil. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas l'objet du colloque. On n'est pas dans un truc de psychiatrie, hein. Mais non, mais bravo. Mais conservez votre passion, parce que sinon, moi, je suis effrayé par l'évolution de notre nation. Vous voyez, je suis effrayé parce que j'aime mon pays, la France. Tu vois, un truc comme ça. Si je demande à tout le monde de dire j'aime mon pays, la France, mais ils ont des contractions stomacales, ils n'y arrivent pas, tu vois.
Ils auraient pu le dire. Je trouve ça catastrophique. Tu vois, j'en prends ça, j'ai dit, tiens, dis, j'aime mon pays, la France. Tu vas le dire, tiens, toi, tu vas le dire. Non, mais non, c'est pornographique. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Et en plus, si je vous dis, non seulement je suis architecte et ingénieur, mais si je vous dis la suite, vous allez dire, c'est un fasciste. Je suis colonel de réserve, dans la défense nationale, dans la Légion étrangère. Et vous savez quoi? J'ai tout appris avec mes frères d'armes de la Légion étrangère. Ils sont tous les fils du peuple. Ils sont tous nés pauvres. Pauvres. Vous entendez ce que c'est? Et ils font tous 60 heures par semaine. Dans mon bureau, quand on fait 35 heures, moins de retard, moins la pause café, moins la pause pipi, moins la pause cigarette, c'est un supérieur à celui d'un officier supérieur de la Légion. Je vais vous dire, j'ai réappris, moi, les valeurs du travail avec l'armée, parce que j'ai vu des gens avec des croyances. Vous comprenez ce que ça veut dire, des croyances? Des valeurs, hein? C'est pas très compliqué, quand même, non, ce genre de choses. Alors, je sais qu'il y a la moitié d'entre vous, vous êtes des gauchistes attardés, là, ici. Mais putain, prenez exemple sur ces enfants de l'immigration qui viennent servir la France, avant que vous restez planqués. Hein? Bande de gauchistes. Je cherche les emmerdes, hein, mais j'arrive pas à déclencher. J'essaie, mais ça accroche pas. Bon, allez, d'autres questions. Non, mais si, c'est parce qu'ils ont de la sympathie pour moi, voilà. Allez, une question, là. Mais tu restes casser la compte avec nous? Ah ben, bien sûr, après je me casse. Ce que je propose, c'est de remercier Rudy. Moi, je suis vraiment ravi du discours et de t'avoir revu. Et, y compris mon coup de gueule contre l'antisémitisme. Oui. Est-ce qu'il y a un antisémite là parmi vous? Je Je le claque. Est-ce qu'on est tous d'accord pour défendre le peuple juif? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas là? Merci. Un peu de dignité, quoi, tu vois? Un peu de dignité, c'est honteux. Nous sommes dans une situation de honte. Et ce qui se passe en Iran, la presse française est la dernière à avoir dénoncé le massacre des satanistes de l'Iran. Faut voir, parce que moi je lis la presse internationale en langue anglaise, la presse française, elle était plus pudique. Pudique. On est devenus des collabos, les enfants. On est devenus à nouveau, comme en 1940, un peuple de collabos. On a ça dans le sang. Et on est collabos de tous les phénomènes de destruction. Ça va de l'antisémitisme aux pertes des valeurs républicaines, au désengage de l'économie nationale, jusqu'à la perte d'intérêt pour les métiers qui sont les nôtres. C'est une chaîne. C'est tout qui se tient. Vous le comprenez, ça? Tout est lié. Voilà. Bon, Boutal, ça va? Je t'ai pas foutu de bordel? Je sais pas foutu. Ah, monsieur, je peux aller plus loin, hein. Ah ouais, je pense que c'est l'intervention de fin de matinée, on va la déplacer après le casse-croûte. On va reprendre à 13h45 plutôt que 14h. Et puis, ceux qui se sont inscrits de manière payante au colloque, et plus les intervenants, plus les organisateurs, sont invités à aller déjeuner sur place. Tu m'entends pas? C'est mieux? Voilà. Par contre, Rudy, t'es obligé.